me permet, et je suis très très fier d'avoir l'honneur de vous présenter le prochain intervenant. C'est quelqu'un que j'ai découvert lors de l'Agile Tour à Montréal. Il est inspirant, comme ils disent là-bas. Quoi dire? J'aimerais qu'on réfléchisse sur justement ce parcours et cette expérience client qu'il va nous présenter. Parce que tout à l'heure, j'entendais Andrea qui parlait du dossier du patient ou l'informatisation du dossier du patient. Ça fait 20 ans qu'on doit en entendre parler, peut-être pas, mais au moins 10 ans. Et ça serait intéressant de le revoir sous l'angle que va nous présenter Jean-Marc, parce que peut-être que de manière disruptive, on s'arrêterait de faire des forms ou des formulaires et on pourrait peut-être vraiment satisfaire le besoin du patient. Voilà. Alors, je t'en prie, viens nous présenter ta réussite, parce que c'est une vraie réussite qu'il va nous présenter ici, et surtout la manière dont il l'a réalisée. Merci Jean-Marc et bienvenue parmi nous. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez bien? Oui? Oui, ça fonctionne. Bon, bien, premièrement, merci de m'accueillir. Et honnêtement, c'est certain que c'est moi présentement qui est représentant de ce succès, mais en toute humilité, comme tout succès en entreprise, j'ai été qu'un phare. C'est l'équipe qui a dirigé le bateau et qui a fait réussir ça. Alors, bien humblement, c'est ce que je vais vous partager. Et imaginez qu'il y a un travail de plus d'une centaine de personnes derrière et je ne suis qu'un porte-parole. Donc, oui, c'est un retour sur une expérience. C'est quelque chose que je veux vous partager. Je pense qu'il peut inspirer à peu près à n'importe quel domaine, malgré que ça s'applique au domaine média. Je vous présente, pour commencer, un peu l'agenda que je vous ai concocté pour la prochaine heure. Donc, je vais faire un court préambule. Je vais vous parler du produit. Je vais rapidement vous dire ce qu'on a fait, mais je ne suis pas ici pour vous vendre des abonnements ou cette application. Mais je veux quand même vous donner un petit contexte pour que vous voyez l'ampleur du défi. De ce qu'on a réalisé et peut-être que ça va vous inspirer quelque chose. Mais surtout, ce que j'aimerais faire comprendre là-dedans, c'est que c'est une entreprise excessivement traditionnelle, une entreprise de presse, un média comme la presse, et que si on a réussi, n'importe quelle entreprise traditionnelle peut réussir. Donc, je suis un animal un peu étrange côté présentation. Vous allez voir défiler une infinité de slides. En fait, on fera jouer un jeu à la fin, vous demandez combien de slides vous pensez que vous avez vus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très pratique pour prendre des notes. Alors, je vous suggère plus soit l'appareil photo ou soit ensuite, après la présentation, je partage le support de la présentation. Vous aurez tout ce qui est écrit. Et ce que je dis n'est pas écrit, alors ça va être un beau bordel si vous prenez des notes. Donc, je veux vous raconter une histoire, en fait. Et vous allez voir que je me sers du support pour vous raconter cette histoire. Alors, je saute dans le préambule et je commence toujours par une question, juste pour un peu me situer. Donc, combien de personnes sont des business analysts dans la salle? Parce que c'est une conférence de billets, mais levez la main plus haut, allez, pas trop loin. OK. Combien sont des PM? Parfait. Combien sont des managers que vous appelez? OK, excellent. Deux, trois petites autres questions. Combien connaissent bien la méthodologie Agile? Ils l'ont déjà expérimenté, ils y croient. Combien sont des dubitatifs de la méthode Agile? Ils pensent que c'est une belle connerie. Vous avez le droit. Ah, un courageux. Un courageux. Combien ont une tablette? Et là, je parle pour ma paroisse un peu. Combien ont une tablette? Merci, Serge. Serge me la montre. Encore une dernière question. Combien ont déjà vu le produit dont on va vous parler, la Presse Plus, sur tablette? Ah, génial. Alors, je ne ferai pas ma démo pour rien. Donc, comme je vous disais, la presse, c'est une entreprise hyper traditionnelle, 130 ans d'histoire. En plus, c'est une entreprise média. Donc, le cœur de cette entreprise, ce sont les journalistes. Et j'adore les journalistes. Je ne ferai pas le travail que je fais si je n'aimais pas les journalistes, mais ce sont d'étranges bêtes qui connaissent tout et qui ne veulent rien changer de leur métier, mais qui veulent tout changer chez les autres. Donc, amener un nouveau produit, amener un nouveau média dans une entreprise de ce genre, c'est excessivement, disons, tout un challenge. Pour vous situer encore un peu une échelle, pour vous donner une échelle, je vais vous partager quelques noms, mais ça ne veut rien dire si vous n'avez pas de quelque chose pour les mettre en perspective. La presse est un quotidien francophone au Canada, mais surtout, bien entendu, au Québec, situé à Montréal, qui a un lectorat de 800 000 personnes environ par semaine, quoique, justement, le produit dont je vais vous parler a attaqué un peu ce lectorat.
Et un site web, les deux sont des chiffres présentement au Québec, en tout cas on dit le plus grand quotidien francophone d'Amérique. Et le site web est un des plus grands en termes de popularité, site web francophone encore en Amérique. 2,6 millions de visiteurs uniques par mois, mensuels. Encore là, on fait dire plein de choses aux chiffres. 2,6 millions, vous comprendrez bien que c'est souvent des adresses IP, des adresses d'ordinateurs, de téléphones portables, de mobiles. Il y a des méthodes pour essayer de croiser, pour éliminer les doublons. Donc, c'est quand même un chiffre que je trouve énorme et effarant, mais selon le standard, c'est ce que ça donne. Donc, le projet dont je vais vous parler, c'est situé dans un cadre tout simple. Comme la plupart des médias qui existent dans le monde, on a à peu près un portefeuille de produits qui ressemble à ceci, un rituel de lecture de nouvelles qui ressemble à ce tableau, c'est-à-dire journal papier, soit des appareils qu'on utilise souvent on dit chez nous commuting, je ne sais pas si vous utilisez ce terme-là, mais en transport, en transit entre la maison et le travail. Donc, l'appareil mobile joue un rôle exceptionnel là-dedans. Les applis jouent ce rôle. Au bureau, les gens viennent beaucoup au bureau la semaine à partir de petites pauses volées, des fois, sur le travail, consulter le site web, retournent à la maison, dans le métro, n'importe quoi, vont encore consommer notre produit. Et souvent, les compagnies, les médias comme ça vont avoir un poste de télé ou des trucs comme ça, ou sinon, leurs concurrents, les gens vont s'informer donc sur le bulletin de nouvelles. Et quand vous regardez un peu le contexte et la pertinence de ce qui se passe dans la vie des gens, ce qu'on réalise, c'est que dans le monde numérique, pour le quotidien écrit, comme la presse, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de perdre, finalement, notre relation, l'engagement avec le client. On est passé d'une situation où les gens prenaient 35 minutes à lire nos contenus, parce que rarement, quelqu'un va se taper toute la série. Si jamais quelqu'un se tape toute la série, il ne travaille pas. Il est super informé, mais il ne travaille pas. Ce qui se passe habituellement, c'est qu'on devient produit de breaking news, alors que l'ère numérique, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Les médias écrits, c'est que la breaking news est partout. Elle est sur Twitter, c'est celui qui est témoin avec son téléphone de quelque chose. C'est lui qui a le breaking news, ce n'est pas les médias. Donc, on est en train de se poser des questions sur notre raison d'être et on est en train de perdre la relation client. Alors, ça, c'est le contexte. C'est le défi qu'on se donne. On se dit, comment on va réussir à corriger ça? Pour vous donner une idée au niveau de la tendance générale en Amérique, j'ai aucune idée si c'est les mêmes choses en Europe, mais ça doit y ressembler. On sait, grâce à des statistiques qui ont été faites, celle-là est prise par le Tony Held, le CEO de Chartbeat, qui a fait une énorme étude pour tous les sites d'information de Time.com et qui a découvert que 55 des utilisateurs passaient moins de 15 secondes actives sur une page cliquée, contenu éditorial ou publicitaire inclus, les deux. On clique un article, clouc, on regarde, ah ouais, OK, d'accord, back. C'est comme ça qu'on s'informe sur les solutions numériques actuelles. Alors, c'est ce qui se passe dans le monde. Un des éléments que ça cause, c'est que, parce que les mœurs ont changé, parce que les contextes ont changé, qu'on a de plus en plus passé au numérique. Alors, l'engagement disparaît. L'engagement disparaissant, les annonceurs s'en rendent compte. Et sur le monde numérique, le potentiel de la publicité est presque inexistant. Si je vous mets une pub juste avant une vidéo, vous êtes fâché. Si vous cliquez sur un lien, je vous mets une pub, vous êtes fâché. Ça ne fait pas partie de votre expérience de 6-7 minutes. Donc, les annonceurs se rendent compte et les médias, dans le fond, sont en train de voir le revenu fondre parce que le secret de Polichinelle, pour payer les salles de rédaction, ce n'est pas l'abonnement papier qui paye la salle de rédaction, mais c'est les annonceurs dans le papier qui payent finalement les salles de rédaction. Pour vous donner une idée, en Amérique, 90 des revenus venaient du papier au niveau de la publicité. L'abonnement qu'on paye quand on achète une copie, souvent, ne paye que le camion, que l'essence, que le papier, que l'encre, que l'imprimeur, mais ne paye pas rien dans les poches du journaliste. C'est la pub. Enfin, on est des vendeurs de publicité. Donc, notre modèle est brisé. Il ne fonctionne pas. Il faut trouver une nouvelle solution où on va disparaître. Parce que c'est ça notre futur. On a beau dire, ouais, le pourcentage des revenus qui viennent du numérique augmente, mais en fait, ce n'est qu'en rapport au modèle de revenus qui viennent du papier qui est en train de fondre à vue d'œil. Alors, dans ce contexte, c'est ce qu'on a essayé de faire. On s'est seulement demandé, finalement, mais pourquoi, d'un côté, on a les mêmes contenus et on a une expérience de 7 minutes et moins avec ces 55 secondes. C'est 55 de gens qui passent moins de 15 secondes. Et de l'autre côté, une expérience, un rituel de 35 minutes où il y a une profondeur, il y a une découverte, il y a, à une limite, même, on peut découvrir des articles d'analyse de fond. Je ne dis pas que ça n'existe pas du côté numérique,
Ce n'est pas l'expérience utilisateur qu'on mesure. Alors, la question est importante parce que, et je reviens à ce que Cédric a dit quand il m'a présenté, c'est que comme la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi il y avait deux médiums pratiquement avec les mêmes contenus qui donnaient des expériences si différentes, on est parti de la question de l'expérience, de la partie de l'expérience utilisateur. Mais c'est ce qu'on s'est donné comme défi, c'est de dire, si on observait correctement l'expérience utilisateur de consommation d'un média imprimé, par exemple, versus l'expérience utilisateur sur le web ou sur le mobile. Quand on a commencé le projet, le mobile, les applis, c'était très primitif, ça ressemblait plus à du WAP ou du micro-web. Si on essaie de comparer, de comprendre pourquoi c'est des expériences si différentes, on est parti, les questions ont commencé à l'expérience utilisateur. Alors, le défi qu'on s'est donné, c'est de dire, dans le fond, il faut trouver un moyen de sauvegarder, de préserver, d'amener dans la pérennité cette relation d'engagement avec notre lecteur, cette profondeur de l'information, puis il faut essayer de comprendre exactement pourquoi elle existe. Ce n'est pas juste parce que c'est des gens retardés qui lisent le papier et qui ont 35 minutes. Là. Ça se peut pas. C'est trop facile. Alors, et de toute façon, je suis un grand consommateur moi-même de magazines et de livres, et donc on a regardé le problème avec énormément de respect pour dire qu'est-ce qu'il y a là qu'il n'y a pas là. Et le défi qu'on s'est donné, c'est vraiment de créer un produit numérique en numérisant cette expérience. Bon, je vous épargne cette part du prototypage, j'y arrive dans les autres diapositives, mais pour terminer juste avec ce problème-là, juste terminer avec ce produit-là, je veux juste rapidement vous le présenter parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas tant ce produit ou ce qu'on a réglé, c'est la question de partir de cette expérience utilisateur-là et de créer un produit à l'interne avec une équipe, avec une entreprise qui n'était pas habituée d'innover et qui a dû apprendre à innover. Alors, c'est ce que je veux vous partager. Mais quand même, juste pour vous donner une idée de l'envergure, vous dire que c'est un projet qui a commencé, bien entendu, encore qui a pris un élan parce que la question était venue un peu avant, mais qui a pris un élan quand Steve Jobs a annoncé l'iPad. On a gagné plein de prix. C'est un peu scolaire le produit si vous l'ouvrez aujourd'hui. Je vous présente une publicité, juste pour vous donner une idée. Je vous fais une petite démo rapide, et on saute dans le vif du sujet. Alors, pourquoi j'aime cette publicité? Je vais laisser la lumière baisser le temps que je montre la démo. Pourquoi j'adore cette publicité? C'est qu'elle vous montre ce qu'on a essayé de faire. C'est que vous l'avez vu, j'ai vraiment des utilisateurs en train de jouer avec le contenu. Et c'est vraiment le défi qu'on s'est donné et je vais tenter de vous montrer un peu ce que j'entends. Yes. Alors, vous avez tous vu mon code? 5 ans que j'utilise, je vais être obligé de le changer. Donc, le projecteur ne rend pas tous les détails, mais c'est pour juste vous donner une idée encore là. Donc, je lance l'application, j'arrive dans un genre de kiosque. En haut, j'ai les éditions quotidiennes, les éditions du jour. En bas, j'ai des numéros hors série parce que ça a beaucoup de succès. Donc, un spécial sur le cinéma, par exemple, un spécial sur les Olympiques ou un spécial sur Uber et les taxis. Bref, le numéro principal s'affiche. Je suis prêt à commencer ma lecture. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a éliminé toutes sortes de frictions. Il n'y a pas de bouton. C'est les contenus directement. Il y en a un qui est important, c'est celui qui vous montre, dans le fond, les sections. Alors, désolé pour la résolution. Croyez-moi, c'est mieux sur la tablette, mais vous pouvez choisir, parce que les quotidiens en Amérique, on est multithèmes. Hein. Vous allez avoir, ici, vous allez avoir l'équipe, vous allez avoir la Figaro. À Montréal, tous les contenus sont dans le même numéro. Et bref, le lecteur choisit la section qui l'intéresse ou simplement navigue comme ça, de gauche à droite. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que vous ne choisissez pas vraiment votre contenu avec une page d'accueil, parce que le truc qu'on a découvert pour créer une expérience vraiment engageante, c'est d'éliminer la page d'accueil et d'éliminer le bouton « Back ». Alors, quand on fait ça, c'est un peu comme si je retirais votre télécommande de votre téléviseur et j'arrivais chez vous et c'est moi qui décidais de ce que vous allez écouter ce soir. J'ai besoin d'avoir une bonne idée de ce que vous aimez et n'aimez pas. Hein, Alors, le truc, c'est qu'on a simplement éliminé la friction.
c'est que les pages sont téléchargées comme à l'avance, imaginez. Donc, vous n'attendez jamais après une page, un contenu s'affiche. Et si vous aimez un sujet, vous plongez. Si vous n'aimez pas, vous swipez. Et de cette façon-là, sans friction, je peux vous présenter des contenus, je peux vous raconter des histoires de façon excessivement intéressante. Tout est interactif, donc vous pouvez zoomer, vous pouvez, vous voyez un peu le principe, pardon. Vous pouvez aller voir un auteur directement, ce qu'il a fait. Je n'ai pas un réseau très fort, mais bon, sur son compte Twitter. Donc, c'est excessivement interactif et même, par exemple, les publicités peuvent être interactives. Alors, le principe que je fais avec le lecteur, je lui dis, c'est une expérience qui peut débuter et terminer. S'il aime, il plonge. S'il n'aime pas, il swipe. Et bingo, ça marche. Bon, ça a l'air facile quand je présente la solution, mais je ne vous raconte pas tous les prototypes qu'il a fallu faire pour que le lecteur accepte qu'il n'y a pas de page d'accueil et pas de bouton back. Et qu'il a même l'impression d'avoir un contrôle sur ce qui se passe. Et imaginez maintenant qu'il a fallu ensuite, je prends, qu'il a fallu ensuite construire les outils pour qu'une équipe de rédaction puisse chaque jour créer cette application-là. Chaque jour. Ce que vous voyez, c'est l'édition d'aujourd'hui. Autant au niveau de la publicité, qu'au niveau des contenus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien entendre, mais par exemple, ici, on fait découvrir des chansons. Ça a été fabriqué hier soir. Cette page, ce contenu a été fabriqué hier soir. Alors, il a fallu, la partie front-end de la solution a été que 20 de l'effort de développement. Le 80 de l'effort de développement, c'est créer une solution qui est partie prenante, qui permette autant à la publicité qu'à la rédaction de créer une édition comme ça tous les jours. Bref, c'était pour la démo du produit. Ça vous évite de le télécharger. Je crois que je serais très content. Alors, si j'ai réussi mon coup... Bon, je passe par-dessus. Alors, quand je parle du back-end, c'est un exemple. Alors, en temps réel, il a fallu développer pour que le pupitreur qui met en page les contenus, en temps réel, puisse voir le résultat sur un écran tactile et puisse interagir avec le contenu, parce que c'est très difficile sur un desktop, sur un PC, de mettre de l'interaction et le tester. Ce n'est pas le même multitouch que sur une tablette. Alors, on a fallu découvrir une solution qui nous permet de travailler avec des contenus et les construire instantanément, les pousser instantanément vers la tablette, page par page, avec 40 personnes qui travaillent en même temps sur une édition, par exemple. Alors, il a fallu construire un studio. Bref, voyez le défi. Ce qui est le plus intéressant de tout ça, pourquoi cette histoire, je pense, ça peut être inspirante, c'est que non seulement j'ai une adhésion complète maintenant des parties prenantes à l'interne, mais c'est que les utilisateurs adorent ce produit. J'ai un rating, je ne sais pas comment vous dites ça, une évaluation sur l'App Store au Canada. J'ai jamais regardé sur l'App Store français, parce qu'on a beaucoup de lecteurs en France, de 4,79 sur 5 depuis environ 2 ans que le produit a été lancé. Et je peux vous dire que quand vous trouvez des 1 étoile et 2 étoiles, la plupart du temps, c'est parce que les gens disent ah oui, mais j'aime pas votre contenu parce qu'il est trop... Alors, ils vont souvent critiquer le contenu, la position du journal par rapport à un événement, ou ainsi de suite. Les gens vont s'en servir pour donner des critiques. Et ce qui est effarant, c'est que pour le nombre d'utilisateurs qu'on a autant de gens qui sont venus voter. On a eu, chaque jour, on a plus de 190 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait 800 000 lecteurs hebdo du papier à la presse. Et chaque jour, on a près de 200 000 appareils, 190 000. Selon les sondages qu'on fait depuis 2 ans, et il y aurait 1,5 utilisateurs derrière chaque appareil. À la maison, c'est des appareils, des tablettes qu'on partage contrairement au téléphone. Alors, c'est immense. Alors, on sait, nous, que depuis 1 an, ça a pris 1 an, que la solution de la Presse Plus a dépassé l'impact, l'importance du papier. 1 an. Bon, je vous ai mis quelques... Regardez, c'est assez récent, vraiment intéressant à lire. Tous les matins, depuis le premier jour, fidèle comme jamais. La presse qui s'adapte pour le meilleur, on voyait le truc. Donc, on a réussi notre coup. Et souvent, je disais que le défi qu'on se donnait, on essayait de créer le Angry Bird de l'information ou le Netflix des jeux quotidiens. Et on a vraiment réussi notre coup parce qu'en plus, on a des temps d'utilisation moyens. En semaine de 40 minutes, le samedi de 60 et le dimanche de 50 minutes.
Bien sûr, les gens reviennent 2 fois, 3 fois. Ils ne vont pas faire leurs 40 minutes d'un coup le matin avant d'aller reconduire les gosses, mais c'est vraiment effarant. Alors, si je veux vous parler de ce qu'il y a derrière ça, c'est fini, je ne parle plus du produit. Donc, je suis convaincu, en fait, que notre histoire n'est pas terminée parce qu'on n'a rien fait encore. Parce que l'idée, ce n'est pas d'innover. Je suis convaincu que maintenant, ce que ça prend, il faut que les entreprises apprennent à innover tout le temps. Je ne crois pas que l'innovation est un projet, qu'on commence et qu'on termine. En fait, je ne crois pas vraiment au projet. Je pense que c'est une culture, c'est une façon d'être qu'il faut changer. Il faut arrêter de voir nos trucs comme des projets. Il faut revoir, évidemment, qui on est comme entreprise. Et si on n'apprend pas à innover continuellement, on est mort. C'est ce que je vais vous expliquer dans ce chapitre. Donc, pour moi, la vitesse du changement est en mode maintenant hyperdrive. Pour les Trekkies, c'est la vitesse que le vaisseau peut atteindre. On parlait, il y a 10 ans, des digital natives, des jeunes qui étaient nés avec un laptop ou un desktop devant eux. Ou mon fils, quand il avait 5 ans, m'a dit « Papa, viens voir, regarde! » Je regarde, c'est un PC, quoi. « Mais non, regarde! Un ordinateur sans souris! » Ah ouais. Mais aujourd'hui, c'est quand ils touchent l'écran et que ça ne fonctionne pas qu'ils ne comprennent pas. Hein? Ce qui s'en vient maintenant, c'est cette génération-là. Hein? Et il y a quelque chose de phénoménal derrière ça, qui a tout changé depuis 2007. C'est qu'avant 2007, quand un logiciel m'était présenté, et qu'après 10 minutes, 15 minutes, je ne comprenais rien, je ne comprenais pas comment il fonctionnait, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, merde que je suis nul avec ces trucs. C'est moi le problème. Je ne suis pas fait pour l'informatique. Je ne suis pas bon. Alors que ces produits-là ont tout changé. Si en 10-15 secondes, je n'ai pas compris comment fonctionne ce truc et que le développeur est nul. Et j'efface. Bye-bye votre application. C'est fini. Et ça, c'est l'attente consommateur. Mais c'est rendu l'attente dans les entreprises. C'est ça qui est en train de complètement renverser la situation avec votre direction de l'information. C'est que les systèmes informatiques. C'est qu'avant, ils pouvaient décider d'une solution, l'installer et dire que les utilisateurs, le département des achats, ils sont cons. Alors, ils se plaignent, mais oui, mais ils sont nuls. Ils n'ont pas été aux formations. Non, c'est plus ça maintenant. L'utilisateur dans l'entreprise, c'est aussi le consommateur de ces trucs et il est roi, il sait comment. Il y a peut-être 45 logiciels installés sur sa tablette, peut-être 120 logiciels installés sur son smartphone. On va lui dire qu'il ne connaît pas les logiciels. Oh. Puis maintenant. Alors, c'est ce qui change tout. Vous devez faire des solutions maintenant qui doivent absolument non seulement être innovantes, mais plaire à vos utilisateurs. Et c'est même comme ça qu'on va mesurer votre succès. Oui, mais j'ai livré dans les temps et dans le budget. Il s'en fout. Parce qu'ils l'utilisent. Alors, pour vous montrer à quel point c'est important et comment ça évolue rapidement, je reprends maintenant l'exemple du iPhone, qui a tout changé, et vous montrer que même lui, quelque part, est dépassé d'une certaine façon par sa vision initiale. Sa vision initiale, Steve Jobs nous présente l'iPhone en nous disant c'est un appareil révolutionnaire parce qu'il fait 3 trucs. C'est un iPod, c'est un téléphone et c'est un navigateur Internet. Et c'est wow, tout le monde capote. C'est déjà plus les fonctions importantes de nos smartphones. En fait, j'utilise ce petit graphique, je ne suis pas vraiment gentil parce que c'est des 12-15 ans. Ça vient de UK, comment vous dites ça, d'Angleterre. Regardez les jeunes. Ça, c'est nous. Appel téléphonique, email. Ah, réseaux sociaux, on commence. Ouais, cool. Je suis sur Twitter. Et message photo, bon. Les jeunes, ça, c'est les emails et c'est les appels téléphoniques. En fait, ça ici, c'est quand papa et maman téléphonent. Mais oui, papa, je t'ai texté, je t'ai dit que je suis en retard. T'as pas vu sur Instagram, j'ai tagué mes amis, je suis à une partouze. C'est pas pour rien que les appareils, les smartphones sont de plus en plus grands. C'est parce que les gens n'utilisent plus les téléphones comme ça. Comme ça. OK? Et pourtant, cet appareil est arrivé en 2007. En fait, ça fait hier 8 ans exactement qu'il a été lancé. Aux États-Unis, je pense qu'en Europe, il est arrivé au mois de novembre. 8 ans seulement, et les 3 fonctionnalités, la vision de ce produit-là sont dépassées. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre qu'un produit, quand on le lance, ait toutes les features qu'on a imaginées pour le lancer.
notre vision, puis la façon dont les gens vont utiliser va tout changer. Il faut qu'on soit capable de faire des itérations totalement en continu. C'est les gens qui décident de leur usage, ce n'est pas notre vision. Alors, ce qui s'est passé est effarant. Vous le savez, juste l'utilisation d'Internet, des applications, des applis sur les smartphones ont dépassé le desktop. Et ce qui est effarant, c'est si j'avais additionné le browser, la partie quand on est sur Safari, sur iPhone, par exemple, là-dessus, on serait là par rapport au desktop. Pensez-y, les appareils mobiles, en temps, en consommation, en data, ont dépassé le desktop. Donc, tout ça, c'est un préambule pour vous dire pourquoi, comme entreprise, on n'a plus le choix d'utiliser des méthodes itératives. Que ce soit l'agilité ou autre, je m'en fous. Mais il faut que ce soit des itérations. Et je vous explique pourquoi. Alors, la démonstration que j'essaie de vous faire, ce n'est pas rigoureusement scientifique, ce n'est pas une courbe en faisant 4000 études d'entreprise et 4000 études de besoins consommateurs, mais je suis convaincu que si je vous présente la courbe, vous allez accepter avec moi son bon sens. Alors, ici, c'est la vitesse ou la complexité, et ici, c'est le temps. Et ça serait en bleu la capacité d'adaptation ou de changement d'une entreprise traditionnelle. Bon, je vous aurais mis la presse, ça aurait peut-être été une ligne plate. Et ça, c'est la vitesse du changement des utilisateurs, le contexte que je viens de vous expliquer, qui est en train d'arriver, qui est à une vitesse effarante. Alors, besoin des utilisateurs, capacité d'adaptation et de réalisation des entreprises traditionnelles. Alors, voici comment un projet typique se passe. Ouais, j'ai une idée de génie. On va lancer une application qui va nous permettre une relation client engageante de longue durée, blablabla. Et on regarde et wow, ce qui marche, c'est les BlackBerry, mes amis. Yes! On fait ça sur BlackBerry, Playbook, et ainsi de suite. Alors, on saisit les besoins, les requis du projet. Oh, ça prend un certain temps avant qu'on ait tout fait ça. Et là, on débute le projet. Et on a une entreprise qui livre. Wow, cool. Donc, le projet se complète. Et finalement, on met la solution en ligne. Et, oh, c'est les iPhones maintenant. Oups. L'utilisateur rendu ailleurs. Alors, tous nos projets maintenant, qui vont prendre du temps, vont avoir un gap qui va être de plus en plus important. On ne peut plus vivre, en logiciel surtout, dans notre technologie aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec des projets qui sont du waterfall comme ça, où on fait un gros truc, que ce soit à l'interne ou à l'externe. À l'interne, c'est le même truc. Ça évolue aussi vite. Et qu'on livre ensuite et on se dit, mais on a tout fait ce qu'on nous a dit, on a respecté les besoins, on a respecté les délais, on a respecté les budgets. Où est le problème? C'est lui le problème. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument encourager les vitesses, les projets, les méthodes itératives. J'utilise une citation de Wayne Gretzky, un joueur de hockey très connu chez nous, qui est considéré comme le meilleur joueur de hockey de tous les temps. Une citation formidable. On lui demandait, c'est quoi qui fait la différence entre toi et les autres joueurs? Et il disait, les bons joueurs de hockey patinent là où la rondelle est. Moi, je patine vers où la rondelle va être. Ça fait toute la différence. L'anticipation. Donc, pas besoin d'aller plus loin, vous comprenez la démonstration. C'est que si on fait des petites itérations et on livre en continu, on peut être capable de suivre le besoin de l'utilisateur et voir les fonctionnalités qui fonctionnent vraiment. C'est ça la clé. Pourquoi j'aime Agile? Pourquoi j'aime Scrum? Pas parce que je suis un apôtre de l'agilité ou ainsi de suite, parce qu'ils me permettent de faire de l'itération et de l'expérimentation rapidement et de livrer en continu et de m'ajuster. Et si je veux innover, et si je veux suivre mon utilisateur, et si l'utilisateur est vraiment au centre de mes préoccupations, c'est la seule méthode qui soit. C'est fini l'histoire du grand visionnaire qui a eu l'idée de génie, qui a pris 3 ans pour la réaliser, qui est tombé, paf, on target. Impossible. Donc, je ne vais pas passer à travers tous les points, mais développer des solutions qui répondent aux besoins des clients pour être réactif et pertinent. Agilité, pour moi, j'entends beaucoup depuis que je suis ici qu'il y a toutes sortes de trucs sur l'agilité. J'entends qu'il y a des misconceptions. Il y a même quelqu'un qui ne croit pas ici. C'est à vous là, que s'adresse cette diapositive. Donc, pour moi, c'est ce qui est important. Ce n'est pas de bien faire de l'agile, mais d'être agile. Ce que j'entends par ça, c'est vraiment une façon de s'améliorer constamment à travers l'expérimentation. Et j'ai une petite diapositive que j'ai piquée à quelqu'un, en fait, que je vais vous montrer. Mais l'important ici, c'est l'apprentissage. Et ce que j'aime de l'agilité, c'est qu'elle me permet de faire de petites expérimentations courtes qui ne me coûtent pas cher. Contrairement à un gros lab de R&D qui travaille pendant 3 ans sur un truc, j'essaye, je regarde ce que mon utilisateur utilise ou pas. Finalement, je me rends compte que cette fonction que je trouvais géniale, qu'on trouvait tous géniale, personne l'utilise, tout le monde s'en fout. Mais que l'autre, qu'on trouvait banal, c'est ce qui les allume. Alors, je vais investir sur la bonne fonctionnalité. Donc, j'apprends.
Alors, je vous montre une petite diapo. Ce que je sens beaucoup ici, je ne vais pas juger, mais depuis que je suis en Europe, c'est qu'on est très attaché au processus. On est très attaché, dans le fond, à réussir tout le temps, à faire le truc parfait. Hein? C'est un truc que j'ai piqué à Jürgen à Apollo qui a écrit, c'est sa grille de célébration. Je trouve vraiment intéressante. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les outcomes, il regarde les comportements. Et ce que je sens ici, c'est qu'il y a un comportement très... on va suivre le processus, comme si on va construire quelque chose pour les 25 prochaines années. Il ne faut pas se tromper, c'est notre recette, on a toujours fait comme ça. Et ce qu'on ne veut pas, c'est être dans la zone de l'échec, en bas de la grise, la ligne grise ici. Alors, on ne veut pas. Si on y est, c'est vraiment de malchance parce qu'on a tout fait. On a fait les business requirements, on a fait les analyses de marché, on a fait les analyses, on a fait des documents hauts comme ça. Alors, on n'est vraiment pas chanceux. Alors, c'est correct, l'erreur, ça marche. On a une peur affreuse, finalement, de cette erreur. Et ce qu'on évite, c'est cette partie-là. On a très, très peur parce que ça peut arriver quand même, il y a des produits géniaux qui ont été découverts par erreur. On ne veut jamais aller dans cette zone-là et on voit l'agilité un peu comme ça. Hein? Et on pense qu'on va toujours arriver dans l'erreur qui est idiot. On ne peut pas. Pourquoi aller là? On est bien mieux de rester ici. C'est très dangereux, ainsi de suite. L'agilité, c'est quelque chose entre les deux. Pour moi, c'est simplement de l'expérimentation. Et si tu le fais de façon très courte et peu coûteuse, génial, parce que si tu as réussi, tu as appris quelque chose. Et si tu as échoué, bien bravo, parce que tu as appris quelque chose. Et si c'est court comme expérimentation, si ça a pris 2 semaines, ça a pris 4 semaines, ça a pris 6 semaines, tu prends ce que tu as appris tout de suite et tu le livres dans le prochain coup. C'est comme ça que les produits fonctionnent, comme ça que Facebook fonctionne, c'est comme ça que Google fonctionne, c'est comme ça qu'Apple fonctionne. Dans un produit, le premier iPhone, il n'y avait pas la possibilité de faire du FaceTime ou de faire une caméra ou une photo ou ainsi de suite. C'était assez primitif. Mais peut-être que ça serait gouré. Alors pourquoi attendre d'avoir tout mis ça avant d'amener les prochaines fonctionnalités? Ils l'essayent, ils regardent. Donc, ce que les gens oublient souvent, c'est cette zone-là. Ici, pas d'apprentissage possible. Ici, pas d'apprentissage possible. Ici, pour l'entreprise qui veut innover, c'est la seule zone possible. C'est ça l'agilité pour moi. Faire un espace pour l'expérimentation avec de courtes itérations. Livrer en continu pour suivre l'utilisateur. That's it. Mon humble opinion, c'est qu'on est tous condamnés maintenant à innover continuellement. Croire qu'il n'y aura pas de changement, si vous êtes convaincu que ce que vous faites présentement va être encore là dans 20 ans, je vais entendre parler de votre métier. Hein? J'ai les chauffeurs de taxi la semaine passée, étaient peut-être ceux-là il y a 4 ans, il y a 2 ans. Ah ben nous, il va toujours avoir des taxis. Ah. Donc, innover. Rapidement. Bon, je vous passe cette partie-là rapidement, mais c'est celle-là qui est intéressante. Erreur classique. Quand on a commencé à regarder nos prototypes, on a amené les trucs, puis on a commencé, c'est ça qu'il faut faire. On a commencé à dire, on enlève le bouton back, on fait une édition comme ça, on envoie tant de pages. Tout le monde, responsable à peu près des technologies, des systèmes informatiques, nous dit, on ne peut pas. L'architecture ne supporte pas ça, c'est impossible, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Pourquoi tout le monde l'aurait fait si ça serait si simple? Un symptôme de ce système-là ou de cette entreprise-là, qui peut être dangereux, c'est le business analyst qui est un traducteur système. Il est devenu celui qui vient dire au CEO que les systèmes ne peuvent pas le faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre ça à l'envers et dire non, ça, c'est l'expérience utilisateur qu'on va faire. On va tout faire pour transformer ou acheter, acquérir, développer la solution, les systèmes technologiques qui vont répondre à cette expérience utilisateur-là, parce que c'est ça qui est roi. Et ici, le business analyst est un traducteur de la vision. Et il amène, finalement, avec les parties prenantes, parce qu'il faut faire la même chose, il faut que ce soit gardien de la vision avec les parties prenantes, il amène à s'assurer que tout le monde la comprend et c'est un vecteur pour arriver à cette solution. Alors, quand on a commencé, bizarrement, au début, on n'avait pas de développeurs. On a travaillé avec des designers, avec des experts, des ergonomes, je pense que vous appelez, des experts expérience utilisateur, UX chez nous, et des whiteboards. Et on s'est cassé la tête avant pour dire, avant de commencer à coder, de quoi on parle? Qu'est-ce que ça doit faire? Qu'est-ce que ça ne doit pas faire? Et on a prototypé. Puis quand je dis prototyper, je ne parle pas de wireframe qui fonctionne sur le web, qui touche avec 25 pages, parce qu'on est déjà en train de coder un peu. On parle vraiment de trucs qui sont... j'ai fait un truc à un moment donné avec comment vous appelez ça? On suspend le linge pour le faire sécher. Une corde à linge? Donc, avec une corde à linge, derrière une boîte, avec des écrans qui passaient, puis on faisait semblant que ça fonctionnait, parce qu'on n'avait pas réussi à faire fonctionner encore, on n'a pas de tablette, puis on n'avait pas réussi à faire fonctionner un ordinateur pour
pour faire la swipe qu'on voulait. Alors, en 2 jours, c'était fait. On avait notre prototype, on essayait, on mettait les utilisateurs. D'après toi, ce bouton-là, il fait quoi? Qu'est-ce que ça te donne? Où ça t'amène? Qu'est-ce qui te manque? Alors, je vous ai mis rapidement le workflow de l'innovation, comment on prototype. C'est inspiré, ce qui est formidable, c'est que j'avais tout fait cette diapositive-là, cette présentation-là moi-même, suite à des discussions que j'avais avec les gens d'Apple. Il y a 2 ans, ils ont fait une présentation, donc j'ai tiré ces diapositives. En fait, je me suis inspiré, j'ai dû les refaire, mais qui est maintenant officiel, qui s'appelle « Fake it till you make it ». Alors, ce n'est pas de mon cru, mais rapidement, 3 étapes, prototyper, montrer, apprendre, jusqu'à ce qu'on ait compris. Alors, avant même de faire l'itération agile de développement, on peut faire des prototypes de la même façon. On se pose 3 questions quand on fait notre prototype. Qu'est-ce qui doit fonctionner? En cas de ma corde à linge, je dois être capable de swiper et de faire défiler les écrans. Tout le reste, je pouvais le faker, le simuler. Et on fait le test dans le contexte d'utilisation. Donc, il va probablement lire ça sur sa table de cuisine le matin avec ses céréales à côté. Bon, génial. On essaie l'expérience comme ça. Quand on montre, on ne juge pas. On donne des questions. Sauriez-vous changer de page? Agrandir la photo? Changer de section? Zoomer le texte? Est-ce facile de changer de sujet? Comment on pourrait améliorer ça? On le fait bien entendu avec nos utilisateurs cibles. Ce n'est pas une bonne idée de toujours le faire avec son confrère, ni avec sa mère. C'est génial! Merci, maman. Ne pas argumenter, défendre ou ignorer. Et on apprend. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quelles sont les nouvelles idées de cette itération? Et on recommence. Et à un moment donné, il se passe quelque chose de magique. On se rend compte qu'on l'a. On a trouvé le truc qu'on ne pensait pas à travers ça, qui fait que ça fonctionne. Dans notre cas, c'était l'élimination du bouton back. Puis, comment on réussit à le faire? Bien, on a découvert qu'il fallait amener les frictions. On l'a découvert, mais par douzaines de prototypes. On fait, ça marche. Et quand, à un moment donné, dans mon prototype, j'ai vu que devant l'utilisateur, il y avait une publicité plein écran et qu'il y avait encore un sourire, je savais que j'avais gagné. Parce que l'idée, c'était d'avoir un modèle d'affaires. L'idée, c'était d'être capable d'être dans un mode de découverte et de ne pas être insulté, fâché, choqué parce qu'une publicité passe. Parce que je découvre un sujet que je n'attendais pas. Donc, le workflow d'innovation, on part de l'idée, on s'en va à l'appli en prototype, prototype, prototype. Quand arrive le temps de faire l'appli, bien, on continue les itérations. On continue. Pas juste les prototypes. Tout le développement se fait en mode itération. Et ce que je veux vous faire réaliser, dans le fond, c'est que dans ce workflow-là, vous partez de la vision vers les systèmes, mais pas le contraire. Les développeurs et programmeurs arrivent plus tard. On commence vraiment par bien définir les besoins au niveau de l'expérience utilisateur. Et dans notre analyse d'affaires, il va y avoir les screenshots, il va y avoir des expériences utilisateurs qui vont être décrites dans les objectifs. Et éventuellement, on s'en va vers les systèmes. Alors, je vous passe rapidement cette partie-là. Bon, on a trouvé la solution, ça fonctionne, on a notre prototype, on est génial, on est... Et là, on s'en va voir tout le monde et... Ouais, bien, personne n'a le temps. Alors, il me reste combien de temps? Parce que je sais que je vais vous donner du temps pour les questions. Alors, rapidement, vous parlez d'adhésion et de sélection. Bien, le rôle du BA, là-dedans, surtout que chez nous, le BA, ce n'est pas un product owner, on appelle ça un feature owner, il est à même les équipes agiles, il est responsable d'amener les requis, de gérer le backlog, de s'assurer qu'il est en lien avec le product owner. Mais il travaille énormément avec les parties prenantes. Il ne faut pas essayer, bien entendu, de juste vendre. Et... Alors, comment on fait? On ne cherche pas le consensus. Ce qu'on fait, par contre, c'est la participation. On essaie que tout le monde participe. Toutes les parties prenantes se lèvent et amènent des idées, des fonctions, comment ils feraient des trucs. Et une fois qu'on a fait une cueillette des idées, des fonctions, des besoins, on revient, parce que le roadmap ressemble souvent à ça quand on les écoute. Ça, c'est nous. Alors, on découpe l'éléphant, leur roadmap, et on identifie rapidement, on essaie avec eux, c'est là que c'est intéressant, et faire participer à l'élaboration de la valeur des trucs.
Alors, vous avez tous déjà probablement vu ce graphique, là. Plus la valeur est importante. Ici, c'est les coûts, les efforts. Alors, les bonnes idées, c'est ceux qui donnent énormément de valeur et peu d'efforts. On essaie de découper les features, les fonctionnalités, les idées, les besoins, de façon à bien identifier les quick wins, parce que c'est les premiers quick wins qu'on va vous ramener rapidement dans les itérations. Alors, c'est la formule qu'on utilise. Le retour sur investissement, c'est la valeur divisée par l'effort. Comment j'évalue la valeur maintenant? Parce que quand je parle à mes parties prenantes, ceux qui ont fait le camion avec le roadmap de fou, pour eux, tout est essentiel. Oui, mais ce sont des musts. OK. Alors, ce qu'on fait, simplement, c'est que distribue des billets, des petites coupures et des grandes coupures, de sorte qu'ils ne soient pas capables de distribuer également les billets sur toutes les fonctionnalités. Ah, il y en a qui ont essayé. Donc, je leur donne 175 un billet de 100, un billet de 50, un billet de 20, un billet de 5. Et là, le CEO est là, le directeur, le représentant X, tous les niveaux hiérarchiques de cette division. Et là, ils ont chacun leur pouvoir d'achat. J'essaie d'en avoir rien qu'un par métier. Et ils partent au tableau et ils achètent les fonctionnalités. Et là, l'idée de génie du CEO, personne ne l'achète. Hey, tout le monde la trouve génial. Mais celle de la réceptionniste ici était assez spot on, génial. Et tout le monde, c'est ça qu'il nous faut. Et l'argent parle. La valeur est là. Et là, je les laisse débattre après. Mais la valeur est là. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de trouver l'effort derrière chacune de ces fonctionnalités-là et les livrer. Et ça, bien, c'est dans le déménagement, c'est le micro-ondes. Ça, c'est la télévision au plasma du sous-sol. Alors, ce que je m'assure, c'est d'amener avec moi dans les premières fonctionnalités ce qui est le plus important. Bon, l'effort, il y a plein de trucs, je passe par-dessus, mais c'est avec les équipes souvent de développement, n'importe quoi, où on va soit utiliser des cartes de poker point, ou même de l'argent, ou évaluer des budgets de ressources. C'est assez facile. Mais bref, avec les parties prenantes, le billet fait jouer les gens. Et finalement, ils comprennent pourquoi cette fonctionnalité-là n'est pas là tout de suite. Ils déterminent avec nous l'importance, le ranking des fonctionnalités dans le roadmap. Pas chercher le consensus, rallier tout le monde derrière les choix faits en fonction de la vision. Alors, ce qui me reste du temps, je vais faire rapidement les 4 humbles leçons parce que je veux vous entendre sur les questions. Donc, ce que j'ai découvert humblement à travers cette aventure qui a duré 2 ans avant le premier, en fait 2 ans et demi avant le premier lancement. Ensuite, on a lancé la version Android. Puis là, maintenant, on est en train de commercialiser l'application parce que d'autres médias, ils viennent l'acheter. On est en train d'installer le plus grand quotidien au Canada anglais, Toronto Star, va lancer son application avec notre plateforme qu'on lui a vendue au mois de septembre. Donc, comme manager, ce que j'ai découvert, quand vous choisissez votre équipe, quand vous choisissez les gens, quand vous construisez votre équipe, peut-être comme BA, vous allez jouer le rôle d'être un genre de proxy du product owner. Vous allez peut-être jouer le rôle, à la limite même, du product owner, je le souhaite, parce que je trouve que vous êtes les mieux placés pour le faire. C'est vraiment chez nous, les business analysts qui le font. Et ça donne un résultat exceptionnel. Quand vous voyez une équipe agile, surtout si vous commencez, quand vous voulez créer une équipe qui va faire de l'agilité, quand vous choisissez des membres, choisissez l'attitude avant les aptitudes. Parce que vous avez besoin d'une équipe, d'une vraie, qui est capable de s'auto-critiquer, qui est capable de faire, moi je dis un post-mortem, mais Serge, qu'est-ce que vous dites déjà, vous? Une rétrospective, une rétro sur 2 semaines. Donc, la rétrospection sur le dernier sprint. Vous avez besoin des gens qui sont ouverts à la critique, qui veulent avancer, qui mettent l'équipe avant leur ego. Celui qui est super bon, là, le génie, là, mais qui n'est pas capable de parler à personne et qui dit « ouais, le râleur. Là. Et on n'a pas besoin d'une équipe agile. On est mieux de le mettre comme dans un petit bureau tout seul à faire des bases de données. C'est lui que vous cherchez. Toujours. Parce que vous pouvez développer le savoir-faire, vous ne pourrez jamais développer le savoir-être. Choisissez des gens différents, pas une équipe toute identique, parce que vous n'aurez pas d'idée créatrice. Ça, c'est mon équipe idéale, ma dream team. Le business analyst, c'est vous ici. Là. Donc, quand on crée une équipe agile, attitude avant aptitude, favoriser la diversité, laisser le temps aux équipes de se former. Puis, si vous avez un problème avec une ressource dans une équipe, regardez comment l'équipe est capable de gérer. Parce que des fois, il y a une ressource qui peut être râleuse, mais l'équipe la gère bien. L'énergie est là, la création est encore là, là, je viens, vous n'avez pas besoin d'intervenir.
hop, on sent que les points descendent, on livre moins créatif, les gens ont la gueule, vous devez intervenir. Pour le manager, votre rôle change. Vous voulez des équipes auto-organisées. Je n'ai pas dit auto-gérées, j'ai dit auto-organisées. Et pour que les équipes soient auto-organisées, votre rôle devient d'expliquer le contexte plutôt qu'essayer de les contrôler. C'est eux qui vont avoir la solution. Donc, j'utilise ce graphique pour un peu schématiser, expliquer votre rôle. Donc, quand je parle de contrôle, c'est le type directive sans contexte, assigner des tâches. Là, je ne suis pas en train de décrire le PM, mais un peu. Décision vers le haut, là-bas, comité, plan de processus plus valorisé que les résultats, attente d'approbation. On est ici dans le domaine d'avoir peur. Peur qu'on dépasse les budgets, peur qu'on dépasse l'échéancier, peur qu'on dise que c'est de ma faute. Dans le domaine du contexte, le rôle du gestionnaire, c'est expliquer où on va, qu'est-ce qu'on veut faire. Mon cas, tout ce que j'avais à répéter sans cesse et sans cesse, on veut numériser l'expérience client, la découverte qu'on a dans notre papier. On veut un nouveau modèle d'affaires. C'est ça que je leur ai vendu. Alors, quand ils m'ont amené un truc, ouais, c'est une mode innée, ça. Oui, mais ça ne nous permettra pas de... Je revenais à la vision. C'est ça mon rôle comme gestionnaire. Et je me disais, je vais acheter du contrôle. Maintenant, ils viennent de passer 2 semaines là-dessus. C'est ça qu'ils m'ont pondu. Non. J'ai réexpliqué le contexte. Au lieu de dire, ils n'ont pas compris, je vais contrôler, je disais, ils n'ont pas compris, je vais mieux expliquer. Donc, l'ancien modèle, nouveau modèle. Ouais. Disons, je dirais plutôt une méthode traditionnelle de... Merci de la question. Méthode traditionnelle du manager versus la méthode, j'ai envie de dire, moderne, agile du manager. Je ne mets pas... c'est pas un métier PM contre BA. C'est vraiment... Je m'intéresse au manager. Qui a posé la question? Je la trouve très bonne. Donc, quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par assembler du bois, couper des planches, distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle. Ça vient de chez vous. Ah, en fait, ça vient de France. Tous ces cerveaux dans vos équipes, il faut leur faire confiance. That's it. Bon, l'agilité doit être directionnelle. Je passe rapidement, je vais attendre vos questions, mais ce que je dis là-dedans, c'est que l'agilité, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe dans les équipes. Il faut que le langage et le rôle souvent du business analyst et du product owner, c'est d'amener ce langage-là jusqu'en haut. C'est d'amener en haut les termes de sprint, de priorisation, de valeur, d'effort. Et quand on amène la question sur le temps, sur les délais, ramener ces trucs-là. Donc, pour moi, le PO et le business analyst sont des traducteurs vision, sont l'ascenseur au niveau de l'agilité et de l'itération entre les équipes et la haute direction. Alors, vous regarderez dans mon document, j'explique un peu comment notre roadmap est fait. Il faut, en fonction de nos piliers, pas des silos. Il est visible, le roadmap est affiché, tout le monde le voit, il est concret. Et je pense que j'arrête pour vous donner... tiens, le dernier, c'est à construire la confiance. C'est juste pour vous dire que quand on commence en agilité ou en innovation, on commence par des petits projets, des petites innovations pour donner confiance à l'équipe et donner confiance à l'équipe de managers dans ce qu'on fait dans l'agilité. Comme ça, c'est très facile ensuite d'aller faire des projets de plus en plus importants, de plus en plus gros. Ça commence par bâtir la confiance. C'est tout. Alors, soyez des traducteurs vision, messieurs, madame les BA, et vous allez faire des solutions que vos clients vont adorer. Merci. Cédric, à ma défense, on avait commencé plus tard. Parce que Cédric voulait que je vous laisse du temps pour poser des questions, ce qui trouve ma présentation super moche, mais que je suis bon pour répondre aux questions. Juste, est-ce que tu peux m'aider par rapport à cette considération PM-BA? Parce que tu m'as quand même dit que tu avais évacué tous les PM de tes projets. Oh là là, je suis dans l'eau chaude. Oui. Oui. Alors, oui. En fait, je suis, dans mon entreprise, j'ai été le créateur du bureau de projet qu'on appelle chez nous PO Office, PM Office, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, PMO, Project Management Office. Et je suis aussi celui qui l'a aboli. Oui. Alors, tu veux que je débarque un peu là-dessus, j'imagine? Ah, c'est assez? Mais bref, parce que simplement, j'ai essayé de faire comprendre. Et, OK, j'adore les PM, c'est pas par rapport à ça, mais il en revenait toujours à
et c'est de valeur parce que la conférence juste avant de Rainer est exceptionnelle là-dessus, il illustrait super bien. Ce qu'on essaie de faire, c'est mettre le triangle à l'envers. Hein. Avant, on fixait les ressources et les requis et le temps, le scope. Et ce qui changeait, c'était justement le temps pour faire la solution qui faisait exploser les coûts. Donc, les ressources et les requis étaient fixés et c'est le temps qui explosait. Alors, tout le long, on avait mis le PM comme gardien un peu du temps et des requis, quelque part à la limite, et s'assurer que tout ça fonctionne. Dans le mode d'innovation, le scope est la partie avec laquelle on va jouer. C'est le scope qui ne sera pas exactement le même, qui va bouger. Une capacité va être fixe, mais on ne définira pas les requis. On ne passera pas un temps infini à définir les requis. On va avoir des grandes idées. Et soudainement, le rôle du PM devient beaucoup moins important. C'est le rôle du BA qui prend le pouvoir. C'est le rôle du business analyst qui devient terriblement important parce que c'est lui qui va aider l'entreprise à s'assurer que dans le scope qu'on va livrer, dans les temps et délais, dans le scope, les essentiels vont être là, les must-have vont être là, mais ce qui va sauter, c'est les nice-to-have qui, au bout du compte, n'étaient pas essentiels, n'étaient pas vraiment importants. Alors, et ça, c'est le business analyst qui a ce pouvoir-là, qui peut jouer ce rôle-là parce qu'il s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur de la solution. Il ne fait pas juste s'assurer que le projet a une date de début, une date de fin des ressources. Il faut s'intéresser au contenu, il faut s'intéresser à la business, il faut s'intéresser aux parties prenantes, à ce qu'ils font, à ça. Et c'est vous les mieux placés. Alors, comme il y avait toujours un conflit PO, BA, PM, je fais sauter les PM. On a vu tout à l'heure au niveau économique la courbe qui descendait par rapport au nombre de lecteurs, par rapport aux ressources. C'est les revenus, la courbe. Les revenus, oui. Ça s'est arrêté en 2012. Maintenant, est-ce qu'on a réussi à inverser quoi? Est-ce que vous avez réussi à inverser la courbe? Donc, la courbe, c'est une excellente question, merci de la poser. Donc, la courbe représentait, bien entendu, les revenus de tous les quotidiens, de tous les médias en Amérique du Nord. Parce que mon CEO n'aurait pas accepté que je partage directement nos revenus. Mais pour répondre à votre question, déjà, la Presse Plus, ce média-là qui existe depuis 2 ans, représente plus de 40 de tous nos revenus. Donc, on pense qu'effectivement, très rapidement, on va pouvoir annoncer probablement la fin du papier. Alors, c'est sûr que ça va être une transformation pour l'entreprise. On va passer d'une entreprise... il y a une partie qui va être dramatique de ce côté-là, parce qu'il y a des métiers qui sont rattachés au papier. Mais pour amener l'avenir de l'entreprise, on pense que ça va être vraiment une première mondiale, où on va avoir une solution numérique vraiment qui va transporter les revenus. On ne s'en va pas vers une solution web où on est obligé de diminuer la salle de rédaction de 90 %. Donc, on pense effectivement avoir trouvé un nouveau modèle d'affaires. Est-ce que vous êtes plus bénéficiaire maintenant en pourcentage par rapport à il y a 10 ans? Tu parles du ROI? Tu parles du profit? Pas présentement, parce qu'on est en solution hybride, parce qu'on doit payer pour l'infrastructure papier et payer l'infrastructure, bien entendu, numérique de cette solution. Mais la raison pourquoi on veut arrêter le papier, c'est que le coût du papier est énorme. C'est énorme. Le papier est inventé. Les réseaux des quotidiens, pourquoi on vous livre le quotidien le matin? C'est parce qu'on est capable d'utiliser les réseaux routiers la nuit. Sinon, on vous le livrait probablement à 18 heures, votre journal. Et donc, c'est une flotte de camions, c'est l'impression qui est à un centre qui coûte excessivement cher, c'est le prix au niveau de l'environnement, et ainsi de suite. Alors, cette infrastructure-là est excessivement coûteuse. Alors, c'est ça, la journée qu'on va pouvoir arrêter le papier, qui va nous permettre d'avoir, oui, un bénéfice beaucoup plus, marge bénéficiaire beaucoup plus importante. Je réponds à votre question? Et juste tout ça gratuitement pour le client. C'est-à-dire que la presse, maintenant, on l'a gratuitement sur la tablette. C'est ça, vous encouragez en fait le client à quitter le papier pour venir sur la tablette. Vous avez une démarche qui est très dynamique, proactive et une démarche commerciale, disons, très vigoureuse. Bon, c'est certain qu'il faut que je vous remette dans le contexte qu'on est à Montréal, qu'on n'a pas la densité de population peut-être que vous avez ici, en Europe, dans vos villes. Regardez juste les réseaux, réseaux routiers, comment ils sont si peu développés chez nous. Pas les autoroutes, mais par exemple les transports en commun, les trains. Donc, on a une population sur un grand territoire. Souvent, un secret de polichinelle, c'est que quelqu'un qui s'abonne au papier me fait perdre de l'argent. On est rendu dans cette ironie-là, parce que je ne peux pas, dans un village, envoyer la moitié d'un camion, ou la moitié d'un chauffeur. Je dois envoyer tout. Donc, souvent, s'il s'abonne, s'il est dans un rayon X, ça me coûte des sous, même si je fais un tarif d'abonnement important. Donc, oui, c'est très chic. Donc, le transférer dans un univers numérique où il y a un engagement, et là, le secret, qui permet à mes annonceurs aussi de lui parler, c'est le modèle qu'on préconise. Alors, j'étais une des 2 personnes qui a dit que je n'étais pas forcément pro-agile.
Est-ce que je vous ai un petit peu ébranlé quand même? Oui. Un petit peu, ah yeah. Convaincu. En fait, ce que je vais faire ressortir, c'est que par rapport à mon expérience de l'agilité, je l'ai toujours vu en venant comme une approche de la DSI, de l'informatique. C'est une approche informatique. Mais là, ce n'est pas du tout ça. Hein. Là, vous êtes complètement dans l'agilité métier. C'est du prototypage métier. Vous jouez avec la stratégie métier. Et une fois que c'est mûr, donc le besoin a mûri, là, on transmet à l'informatique pour pouvoir faire... Votre question est magnifique. Merci de l'avoir posée parce que vous venez de mettre le doigt sur un grand bobo qui chez nous a été facile, mais qui est peut-être le défi que vous vivez. C'est que, effectivement, souvent, aujourd'hui, la DSI découvre que l'agilité, c'est la vraie façon de faire. Donc, elle veut l'implanter dans l'entreprise. Et elle est convaincue. C'est tout le monde qui fait un peu d'informatique maintenant aujourd'hui savent que c'est la solution. Le problème, c'est le fameux product owner. C'est que là, elle se retourne dans l'entreprise, elle veut l'essayer et elle a besoin d'un product owner qu'elle veut aller chercher. Encore là, le conférencier Rainer, qui venait d'Allemagne, l'illustrait encore super bien. C'est un des points qu'il adressait. Sa conférence s'appelait More Business Analysts in the Driver's Seat. Et sa thèse est justement basée là-dessus. Je suis entièrement d'accord, c'est ce qu'on a fait chez nous. C'est que le problème, c'est le fameux product owner qui, finalement, est quelqu'un qui travaille en entreprise, qui est sur quelque chose déjà, qui va venir jouer un rôle dans l'équipe agile, à temps perdu presque, hein, et qui ne pourra pas vraiment s'impliquer, ainsi de suite. Et là, finalement, ça devient que l'agilité est là, mais c'est les systèmes d'informatique qui vont décider quand même de prioriser le backlog, de décider des conditions gagnantes, ainsi de suite. Et on est à l'envers. Et là, le fameux PO, il est là, puis les conditions gagnantes pour chacune des stories, il fait « ils vont l'écrire, ce crack sont mieux que moi », puis il ne s'implique pas. Et finalement, on a une solution qui est arrivée de la DSI, qui n'est pas adéquate pour le client. Et c'est là que vous, les business analysts, pouvez jouer un rôle extraordinaire. C'est que si je n'ai pas un bon product owner, si vous êtes au début de la cohorte de transmission de Tirokila, que vous embarquez dans l'agilité et que vous devenez des experts, bien, tant mieux parce qu'on enlève finalement la solution, les requis de la DSI, et on l'installe et on la gère avec la vision du business analyst. Et si le business analyst est un traducteur vision et qui comprend l'importance, en plus de l'expérience client, wow, ce qu'on va faire. Et c'est ça qu'on a fait chez nous. Merci pour cette question. Oui, merci. Ma question n'est pas pertinente. Je la retire. Merci de la retirer. Bonjour. Oh, voilà. En fait, moi, je trouve votre solution géniale. Merci. Et vous voulez l'acheter? non, en fait, et frustrante. Oh! Pourquoi? Pourquoi? En fait, génial parce que je ne vois pas ce que je vais lire. Je ne sais pas à l'avance ce que je vais lire. Et frustrante parce que je ne sais pas à l'avance ce que je vais lire. Et du coup, est-ce que cette partie innovation avait un impact sur le contenu? Parce que vous devez choisir le contenu des articles que vous allez mettre. Et combien d'articles vous publiez par jour ou par... Donc, premièrement, encore merci pour la question parce que c'est super important. Bon, vous avez vu 4,79 de nos... en fait, on est rendu à, je ne me souviens plus combien, près de 900 000 téléchargements. Ça donne, même si on a chaque jour 200 000 appareils, on a plus de près de 700 000 personnes qui viennent de cette application par mois. C'est quelque chose comme 400-500 000 personnes. Donc, l'échantillon 4,79 est bon. Mais, le point que vous touchez est important. C'est-à-dire que pendant qu'on définit cette solution-là, on se rend compte qu'il y a deux types d'utilisateurs et qu'il y a deux contextes d'utilisation. Et qu'il y a des gens qui, par exemple, quand on n'a pas aboli notre site Web, on n'a pas aboli notre application, puis on comprend qu'il y a un besoin pour des profils d'utilisateurs comme le vôtre, qui est parfois simplement de dire, moi, j'ai pas plus que 6 minutes à donner à l'information. Et moi, ce que je veux la fameuse page avec 4-5 lignes que je vais cliquer, que je vais aller lire, et qui est un iceberg que je ne peux jamais compléter, mais j'ai un sentiment, ça répond à mon besoin. Et c'est un peu, notre solution à nous, c'est un peu un IKEA. Alors, on ne va pas magasiner une poignée de porte, mais on va magasiner un style de vie. Hein? Et on va passer 45 minutes dans l'expérience plutôt que 6. Donc, on s'est rendu compte de ça. Et on n'a pas essayé de faire une solution qui plaisait à tout le monde. On a essayé de faire une solution qui nous permettait de numériser notre expérience. Et c'était ça notre cible. Et c'est pour ça qu'on a dit non à plein de trucs. Il y a, par contre, sur l'application, je ne vous l'ai pas montré, du contenu en direct qui ressemble un peu plus à un site Web qu'on peut aller voir pour se rassurer dans notre expérience.
Et honnêtement, on a développé cette fonctionnalité-là pour rassurer les premiers utilisateurs à l'utiliser. Mais on n'a pas essayé de faire une solution qui plaisait à tout le monde. On a dit, voici la case des besoins, et non, ça ne fera pas ça, mais ça va faire ça parfaitement bien. Et on aura d'autres produits qui feront le truc pour les autres qui sont intéressés à X, Y, Z. Et ce qu'on se rend compte, c'est que nos utilisateurs sont dans les deux expériences. Peuvent être le soir dans notre application et l'après-midi, le matin, au bureau, dans l'autre expérience. Oui. Ah non, c'est une excessivement question. Il y a eu une infinité de tests. Okay? Il y a des trucs, des fois, que je savais que je n'avais pas besoin d'aller tester avec un vrai user group, avec 7-8 personnes de l'extérieur, que je pouvais tester à l'interne, savoir si le bouton était bien placé, savoir si c'était facile de zoomer, pas zoomer. Il y a des trucs que je pouvais tester à l'interne pour valider. Des fois, j'allais chercher des employés dans un département qui ne savaient pas vraiment ce qu'il y a dessus, qui n'étaient pas exposés, je les embarquais. Mais j'essayais de faire à peu près au moins à tout. Partie prototype, c'était plus souvent que ça. Mais après un certain temps, j'essayais de faire à peu près à tous les 2 mois des petits tests utilisateurs formels. Donc, avec un tiers parti, que je ne veux même pas qu'on soit biaisé, je veux qu'on soit derrière la vitre, qu'on ne soit pas là. Et en fait, on a fait le travail avec les HEC à Montréal, les Hautes études commerciales à Montréal, qui nous ont aidés énormément et ils voulaient tester d'ailleurs de nouvelles machines qu'ils avaient qui étaient capables de lire l'émotivité de l'utilisateur. C'était vraiment cool pour moi. Donc, on faisait avec eux à peu près des tests utilisateurs formels à peu près à tous les 2-3 mois pour venir mesurer si on avait réussi. Parce que ce qui est important pour moi, ce n'était pas juste d'avoir une solution, et je répète votre question, une solution qui fonctionnait mon modèle d'affaires, mais qui n'était pas frustrante pour l'utilisateur. J'avais peur de frustrer l'utilisateur. Donc, c'est ce que je réponds à votre question? Alors, j'ai toutes sortes de dimensions de tests, tout le temps. Des petits, des fois 2-3 personnes, des fois 6, des fois 25, des fois 50. De toutes les façons, le plus souvent possible. Et dans le fond, le budget de mon test, c'était qu'est-ce que je veux apprendre? D'autres questions? Oui, une ici. Je suis curieux pour le diagnostic initial. Là, vous avez posé un diagnostic d'un contexte, les revenus qui... J'ai fait vite pour sauter dans l'essentiel. Mais ça vient d'où, ça? Parce que c'est quelque chose qui vient de top-down, de la direction générale, et ça descend, et puis après on se décide, bon, ben, on va faire quelque chose d'agile pour répondre à ça. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu venu de toutes ces discussions entre les équipes, des différents intervenants? Est-ce que d'où vient ce contexte? Oui, ça me prendrait beaucoup de temps pour répondre correctement, mais 2 anecdotes rapides. On avait un contexte particulier en 2009. On venait de sortir d'une négociation assez importante avec le syndicat des employés. On avait à l'époque à la presse un horaire de 4 jours semaine et on voulait ramener à 5 jours parce qu'on n'avait plus les moyens. Et on a eu un CEO qui a vraiment compris, à cause de ce contexte-là, qu'il était condamné à 2 chemins. Un, c'était de réduire les coûts opérationnels tout le temps en fonction des revenus. Et dans le fond, les Américains disent « milking the cow », donc sortir les revenus le temps que la vache est vivante, quand elle crève, c'est fini. Ou essayer d'inventer quelque chose d'autre. Ça, c'est le contexte. Donc, un CEO qui a conscience de ça. Donc, c'est pas la même chose. Le deuxième truc, c'est qui a le courage aussi de vouloir briser des modèles. Alors, moi, je suis arrivé avec un mock-up d'une tablette, puis je lui ai dit « je vais faire des applications pour tablette ». Et il me dit, je suis peut-être convaincu qu'il me dirait « va te faire foutre ». Parce qu'on n'était pas dans un contexte de développement, là, ça ne va pas bien, on vient de sortir d'une petite crise. Et qui me rappelle à son bureau, une semaine après les fêtes de Noël en 2009, donc en 2010 en fait, pour me dire, écoute Jean-Marc, tu as raison, je pense qu'il faudra faire des applications sur la tablette. Moi, je dis, cool! Et il me dit, mais je ne veux pas, et le problème était posé comme ça, je ne veux pas simplement transporter mes tablettes, mon site web sur la tablette. Il faut que tu me trouves de l'air, il faut que tu transfères notre modèle d'affaires papier là-dessus. Il faut que tu trouves un truc, dès le début. Les questions ont été posées comme ça. Alors, c'est là que je me suis retrouvé avec la question, mais pourquoi? Et là, j'ai commencé à étudier pourquoi la différence entre les deux. Parce que, et quand il m'a dit ça, j'ai dit, Guy, c'est pas 16 semaines que ça va me prendre de développer l'application, c'est 2 ans et demi. Et il m'a dit, tu m'as dit que ça prenait 25 semaines de développer une application pour la tablette. Ouais. Hein? Mais là, ce que tu me demandes, c'est de tout changer le modèle d'affaires, tous les outils à l'interne, et ainsi de suite. Alors là, c'est là que j'ai eu peur. J'ai dit, on ne parle pas de la même chose. Alors, j'ai dit, j'ai besoin de commencer pour me rassurer qu'on parle du même truc, de prototyper. Alors, au début, j'ai voulu faire les prototypes uniquement pour dire, est-ce que c'est vraiment de ça que tu parles? Mais quand j'ai commencé à faire les prototypes, je les ai fait essayer, ça ne marchait pas. Alors, rapidement, c'est là que j'ai dit, OK, pour que ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend? Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça m'est venu
par expérience et par expérimentation. Oui, merci beaucoup Jean-Marc, très intéressante présentation. Quand tu dis que tu enlèves le project manager, est-ce que... Non, attends. Bon. Est-ce que en fait, on ne parle pas de deux choses totalement différentes? Vu comme tu positionnes le business analyst, est-ce qu'on ne parle pas plutôt de quelque chose qu'on appelle dans certains référentiels un business owner, qui est là pour délivrer à l'organisation des business benefits? Et là, pour le coup, on est tout à fait d'accord, c'est absolument pas le rôle du project manager de faire ça. Par contre, le project manager, lui, doit être là pour livrer le trigger de ce business benefit, qui doit être quelque part, lui, assuré par un business owner. Alors, ça peut être un business analyst, ça peut être chez PMI, ça s'appelle un programme manager dans ces cas-là. Comment est-ce que tu vois cette dichotomie-là? Bon, c'est sûr que si demain matin, la vidéo est présentée chez nous, il y a des gens qui vont venir à mon bureau pour taper un peu parce que j'ai encore dans l'organisation un programme manager et j'ai encore dans l'organisation des gens qui jouent un peu le rôle, le titre de programme manager ou de PCO, Programme Ressources Office, mais le Project Management Office n'existe plus. Et comment on organise ça? Pourquoi j'ai encore des PM ou des programme managers? C'est que j'ai besoin des fois d'arrimer mes équipes avec des compagnies, des entreprises qui sont en waterfall. Des fois, ça peut être, par exemple, un fournisseur ou, par exemple, le Toronto Star avec qui je suis en train de déployer une solution chez eux. Il y a une partie qui est en agile, parce qu'on les a challengés pour qu'ils le fassent. Mais il y a une partie qui est en waterfall, il y a des dates butoirs, et ainsi de suite. Oui, oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison, peut-être pas comme dans les livres, on l'explique, mais quand je dis qu'ils travaillent en waterfall, ouais. Mais quand je dis en waterfall, ce que je veux, encore là, peut-être pour l'illustrer, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui a écrit un requis, qui a fait un plan de ressources, hein, puis qui a dit, bon, ben il faudrait avoir délivré ça. Ils s'attendent à la livraison, bang, là, 6 mois plus tard. Il n'y a pas eu d'itération. Nous, on les force à faire des itérations. On va leur dire, OK, bien, livre-moi une version alpha, livre-moi une version bêta, puis bingo, on a la version. Mais je dois quand même m'arrimer à des équipes qui sont en waterfall. Ce n'est pas du waterfall pur, peut-être, comme j'ai rarement vu de l'agilité pure. C'est tout le temps des solutions un peu hybrides. Mais effectivement, là-dedans, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'installer un concept, une culture de l'innovation. Donc, j'ai une capacité. J'ai des développeurs X que je mets pendant X sprints sur une fonctionnalité, et c'est ça la capacité. Et à partir de là, je n'ai pas nécessairement besoin d'un PM pour me dire où sont rendus les gens. C'est les sprints et les revues d'itération qui me le disent, et c'est les points qu'on brûle, et comme ça que je suis capable de planifier si on va livrer la solution à temps ou pas en temps. Comme moi, comme PO, comme mon business analyst, comme feature owner, comme mon client doit être à la table d'invitation de 2 semaines, il est là. Puis on gère de très loin, avec des techniques de PM, l'ensemble des fonctionnalités. Juste une question concernant les journalistes. Oh non! Parce que c'est une population qu'on ne fait pas bouger. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire bouger cette population? Comment est-ce que vous l'avez embarqué dans un projet qui était un projet destructeur de son histoire, au fond, ou de ses valeurs? C'est une bonne question parce que ça peut vous donner aussi peut-être une bonne façon d'attaquer à peu près n'importe quoi dans n'importe quelle entreprise. J'ai envie de dire, comme j'ai répandu l'agilité dans l'entreprise, par contamination. Comment on les contamine? En faisant des petits pilotes, des petits essais, en les faisant participer. Donc, quand on a commencé à faire le prototype, qui tout le long était une solution au début, qui était une vision, un produit, un logiciel, et ainsi de suite, assez rapidement, il fallait être capable de construire les fonctionnalités. Il fallait que je leur pose les questions. Qu'est-ce que vous pensez qui est essentiel comme fonctionnalité là-dedans? Mais pour qu'ils soient capables de répondre à cette question-là correctement, sans leur paradigme ancien, pour embarquer dans le nouveau paradigme, il fallait que je les fasse participer. Alors, j'ai fait avec eux de l'agilité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au chef responsable des journalistes, chez nous, le directeur de l'information, je lui ai dit, bon, bien, libère-moi l'équipe des sports, par exemple, 4-5 personnes, puis on va les faire travailler pendant les 2 prochaines semaines, on va leur donner un défi de nous faire un numéro de sport, avec ce qu'ils veulent. On doit utiliser n'importe quoi. PowerPoint, Keynote, et puis voici ce qu'on va mettre comme ingrédient, puis on nous dit, qu'est-ce qu'aurait l'air l'édition du sport du futur? Et à partir du moment qu'ils ont participé, joué dans le jeu, bien, ils ont commencé à faire partie de la solution. Et après ça, on a créé un pilote. Et quand on a fait le prototypage avant de lancer ce suite, bien, on a commencé à regarder ce qu'ils répondaient. C'est devenu mes utilisateurs. Ils utilisaient le produit, ils utilisaient le back-end. Et comme ça s'est répandu, ça fait tâche d'huile. C'est pas facile, mais c'est par contamination que ça marche.
Oui, alors, merci pour la présentation. Vous m'avez charmé. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes plutôt féminines qui ont encore plus été charmées par votre présentation. Donc, vous parlez d'innovation, vous parlez de programmes, de solutions, etc. Vous avez montré que le support, même par rapport à Apple, commence à vieillir un peu. Vous êtes sur les produits Apple, iPad, tablettes, etc. Et Android, oui. Voilà, et Android. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le bébé qui regarde sa tablette. Dans 10 ans, sera quoi après votre vision stratégique? Ouais. Bien, encore là, merci pour cette question-là. Et je vous dis tout de suite, craignez celui qui est capable de vous dire ce que ce sera dans 5 ans. Craignez celui qui est capable de vous dire ce que ce sera dans 2 ans. Créez les roadmaps qui ont 2 ans. Craignez ça. Parce que votre vision, à partir de maintenant, elle est 3 mois. 3 mois. Alors, je ne sais pas. Je suis à l'affût, à l'écoute de toutes sortes de tendances, de trucs, micro-machins, blablabla. Je regarde, j'essaie d'imaginer. C'est l'utilisateur, au bout du compte, qui va décider si ces trucs, ces gadgets sont pertinents dans sa vie. C'est lui qui va décider. Alors, regardez l'utilisateur. Regardez les gens dans les cafés. Une grosse partie de cette solution-là m'est venue quand je voyais des gens avec leur smartphone en train de lire le journal et sauter avec leur smartphone. C'est certainement génial de faire les deux en un. Alors, regardez les utilisateurs beaucoup plus que peut-être les magazines de technologie. Et c'est eux qui vont décider de la pertinence des trucs. Les Internet of Things, comme on parle, oui, c'est génial, je rêve de plein de trucs comme ça. Mais est-ce que ça va être pertinent dans ma vie? C'est ça la question fondamentale. Alors, soyez à l'affût de ce qui est pertinent dans la vie des gens et suivez-les et trouvez-vous des méthodes pour les suivre parce que vous ne savez pas où ils vont aller. C'est ça ma réponse. Super. Merci beaucoup, Jean-Marc. Vraiment. Voilà. Merci énormément.